Bonjour et bienvenue à notre moment Impact. Mon nom est Mireille Lavinana, je suis l'avocate fondatrice du cabinet Aura Avocat. Aujourd'hui, nous allons parler de fusion de deux sociétés. Alors, vous allez certainement vous poser la question, pourquoi est-ce qu'on devrait encore entendre parler de fusion d'entreprises? J'aimerais pouvoir vous dire qu'il arrive très souvent que des entrepreneurs qui disposent de plusieurs entreprises et se retrouvent en une étape de leur développement où il n'est plus forcément requis que certaines activités soient exercées dans des entités distinctes. Ça peut être justifié dépendamment des besoins, des questions de responsabilité et bien d'autres éléments encore. Mais il peut également arriver à un certain moment que la gestion de plusieurs entreprises distinctes génère plus de charges et de responsabilités dans le cadre de l'administration même de ces entités-là qu'autre chose. Donc, que faire? La fusion pourrait être une alternative. Ce que nous voyons très souvent, c'est des entrepreneurs qui vont plutôt demander à ce qu'on procède à la dissolution, à la dissolution de la société, mais ils ont quand même envie de continuer l'exploitation de l'activité d'entreprise d'antan exercée dans la société A, dorénavant dans la société B. Pourquoi dissoudre la société à ce moment-là? Non seulement il faut prendre en considération le fait que dans un processus de dissolution-liquidation, il y a quand même pas mal de paperasse à compléter et puis les frais, les honoraires peuvent s'avérer un petit peu dispendieux. Maintenant, puisque l'actionnariat de ces deux entités pourrait être détenu dans les actions, quand je parle de l'actionnariat, vous comprenez ici que je parle des actions, des deux structures dans le cadre d'une société par action pourraient être détenues par la même personne. Pourquoi est-ce qu'il faudrait dissoudre l'entité A pour en fait au final exploiter ces activités dans l'entité B existante déjà? Donc, puisque la préoccupation de l'entrepreneur, ça peut être la gestion de deux entités en même temps, le revenu généré par chacune de ces entités-là qui ne justifie certainement pas qu'il y ait deux comptabilités distinctes et tout. Et également, que peut-être ces activités puissent être connexes et qu'en termes de responsabilité, engagement de la responsabilité des entreprises et tout, on n'est pas forcément à un degré de responsabilité accru. Et également qu'on pourrait se trouver dans une situation où la société A n'a pas de dette à transférer, il n'y a pas de risque en fait de poursuite parce qu'il y aurait des taxes, des impôts et d'autres créances encore dues à des tiers qui n'ont pas été acquittés. Il n'est pas pertinent de procéder ici à une dissolution, une liquidation de la société si on n'est pas dans un contexte d'insolvabilité assez grave qui empêcherait donc la société de pouvoir continuer, en fait, l'activité de se poursuivre, mais au sein d'une autre entité existante. Donc, dans ce cas-là, on va procéder par la fusion. Il y a deux types de fusion, généralement. On va avoir la fusion simplifiée et également la fusion ordinaire. Donc, pour vous en dire un petit peu plus, je vais faire avec vous un schéma pour faciliter votre compréhension. Allons-y ensemble. Donc, dans le cadre de la fusion simplifiée ici, écoutez-moi bien pour m'assurer que les prérequis sont véritablement remplis. Pour une fusion simplifiée, je vais me trouver dans un contexte où j'ai un actionnaire, une personne physique qui détient les actions dans deux sociétés. Je vais me limiter ici à deux sociétés distinctes, mais les deux sociétés exercent également des activités d'entreprise distinctes. Mais cette personne-là que je vais appeler Tremblay n'a pas forcément l'envie de continuer à payer des comptables pour chacune des structures individuellement, sachant que l'une de ces structures ne génère pas forcément le revenu nécessaire.
pour supporter toutes les charges qui sont rattachées à la gestion d'entreprise. Sans oublier, bien entendu, les résolutions et puis la maintenance du niveau de minutes qu'il faut faire. Bien qu'il y ait quand même des entreprises qui existent afin de pouvoir aider les sociétés au maintien des niveaux de minutes, il faut que ce soit nécessaire. Donc, quand on est dans un cadre comme celui-là, celui de M. Tremblay, qui a 2 entreprises, ça semble lourd, c'était pas forcément la meilleure alternative pour lui. Les raisons qui ont justifié la création des 2 entreprises d'antan ne sont forcément plus valables aujourd'hui, mais il va procéder par conséquent à une fusion simplifiée. Donc, pour la fusion simplifiée, M. Tremblay détiendrait 100% des actions dans chacune de ces 2 structures. On pourrait également être dans une situation où on a la société holding qui détient les actions de la société filiale et puis on va procéder à la fusion. Ça arrive souvent. À la fusion, on va procéder par une fusion simplifiée. M. Tremblay pourrait aussi détenir 90% des actions dans la société A et puis 100% des actions dans la société B. Les 2 pourraient s'y fusionner parce que c'est seulement dans la société A, l'autre détenteur d'actions, ça va être un actionnaire minoritaire. Donc, il va plutôt procéder à une fusion simplifiée. Au lieu de passer par tout le processus de dissolution, liquidation de la société, etc., avec tout ce que ça comporte et tout, on va procéder à une fusion simplifiée. Les 2 sociétés vont fusionner. Et M. Tremblay devrait, dans mon exemple, décider quelle va être la société qui va demeurer après la fusion. On parle d'absorption. Donc, vous regardez ici sur mon tableau, on va dire que la société A de M. Tremblay va être l'absorbante. Et puis, donc, la société B va être la société absorbée. Vous comprenez qu'ici, M. Tremblay, comme je disais, détient 100% dans A et puis pourrait détenir 90% dans B. Donc, les 2 pourront fusionner dans le cadre de mon exemple. Et la société, maintenant, puisque les 2 ont fusionné, on va maintenant avoir la société A qui demeure la société exploitée et la société B va disparaître. Donc, B disparaît au profit de A. La question qu'on entend souvent lorsqu'on rencontre des clients, c'est celle de savoir si c'est le même numéro au registre des entreprises, est-ce que les taxes, les TPS, TVQ, est-ce que c'est les mêmes numéros, etc. Il y a la possibilité, bien entendu, pour M. Tremblay de décider de conserver les numéros TPS, TVQ de la société A. C'est une possibilité. Au niveau du registre des entreprises, on va quand même avoir l'option de choisir le nom de l'entité qui va demeurer. Donc, très souvent, c'est le nom de la société absorbante qui va être maintenu. Mais le registre des entreprises va vous émettre en fait un nouveau numéro, un numéro d'entreprise de Québec. Mais des autres questions aussi qu'on se fait poser très généralement, c'est de savoir s'il y avait eu des dettes dans la société absorbée. Est-ce que la société, est-ce que celle qui va demeurer va devoir les assumer? J'ai envie de dire, je vais vous dire que oui. C'est pour ça que généralement, on va regarder de manière stratégique qu'est-ce qu'il y a dans les 2 structures qu'on est en train de vouloir faire fusionner. Si la difficulté est tellement importante au niveau financier que la fusion n'est pas une alternative, ça ne sert à rien de procéder à une fusion simplifiée. Donc, on ne peut pas considérer le coût de la transaction juridique sans prendre en considération d'autres alternatives également ou d'autres situations ou réalités, sans prendre en considération certaines réalités qui sont celles de l'entreprise. Donc, la société qui va en fait être absorbée là, si elle avait des dettes, mais en fait, ça remonte. La société absorbante en devient responsable. Également, les contrats qui vont être en cours dans la société absorbée vont dorénavant être exécutés par la société absorbante. Et s'il y avait des employés qui étaient rattachés, etc., ils vont suivre le flot. Dans ce cas-ci, dans cette technique-ci, on n'a pas besoin forcément d'émettre de nouvelles catégories d'actions, etc. Donc, le processus est assez simple ici. C'est des résolutions de fusion qui vont être adoptées par les 2 structures afin de pouvoir permettre l'exercice ou l'exécution de la transaction à entrevenir entre les 2 entités. J'ai parlé tantôt de la fusion simplifiée et de la fusion ordinaire. Donc, dans les autres cas,
Dans le cas où on n'est pas en présence forcément d'actionnaires qui détiendraient 90% d'une entité, 100% de l'autre entité, etc. On n'est pas en présence d'une société filiale et puis sa société mère ou de deux sociétés sœurs. La fusion simplifiée ne serait pas l'approche à avoir. On va procéder par une fusion ordinaire. Est-ce que c'est plus long? Oui, parce qu'il y a des contrats et des résolutions, etc. Et puis qu'il faut également procéder à toute la vérification diligente nécessaire afin de s'assurer que le résultat de la fusion va être bénéfique pour l'ensemble, pour tous les actionnaires des deux structures. Donc, dans la fusion ordinaire, on va par exemple avoir la société A, je reprends l'exemple de mon monsieur Tremblay, qui détient des actions dans la société A avec d'autres actionnaires, et on a la société B, dont les actionnaires sont Jean et d'autres personnes, des amis qui détiennent les actions dans cette société-là. Vous voyez que dans cette configuration, s'il n'y a pas véritablement de lien entre les deux sociétés, aucune des sociétés, il n'y a aucune détention d'actions en fait entre les deux sociétés. Dans les deux sociétés, en fait, ont leurs propres actionnaires. Il pourrait y avoir un actionnaire minoritaire dans B qui détiendrait des actions minoritaires dans A. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va basculer vers une fusion simplifiée. C'est absolument pas ça. Donc, les deux sociétés veulent fusionner parce que les actionnaires, les administrateurs se rendent compte qu'en fait, elles sont assez complémentaires, elles ont développé une belle relation d'affaires et puis il est plus pertinent pour elles, pour ces deux sociétés-là, de merge, de fusionner ensemble afin d'offrir un meilleur, j'ai envie de dire, plus d'options à leur clientèle. Donc, dans un cadre ici, il va avoir une société résultante de la fusion qui peut être distincte. On pourrait encore ici, dépendamment des discussions qui se font entre les actionnaires des deux structures, retenir le nom d'une seule des structures. Et puis, les actionnaires dans la société A, dorénavant, vont détenir les actions dans la société C, de la même manière que ceux de la société B vont détenir les actions dans la société C. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces notions-là aujourd'hui? Parce que de plus en plus, généralement, quand des entrepreneurs viennent parfois nous rencontrer, ce qu'ils veulent, c'est de créer une nouvelle société dans laquelle ils vont transférer, en fait, les actifs de leur société existante. Pourtant, puisqu'il y a une forme de partenariat qui s'est créée, le mécanisme juridique approprié n'est pas de créer forcément une structure indépendante, sauf s'il y a d'autres enjeux dans la société et dans les sociétés existantes. Mais le mécanisme le plus simple, le plus approprié, selon moi, dépendamment des considérations à avoir là et puis des enjeux au moment où les décisions doivent être prises, le mécanisme pourrait être plutôt de procéder par une fusion ordinaire de ces structures-là et puis de permettre par conséquent la continuité et l'exploitation des activités des deux entreprises par une société nouvellement constituée, qui résulte de la fusion, nouvellement constituée par une société qui résulte de la fusion. Si vous avez des questions quant aux capsules informatives que nous mettons à votre disposition, n'hésitez pas, contactez-nous à info@auraavocat.ca ou appelez-nous au 514-806-3573. Nous nous ferons plaisir d'apporter plus de précision. Merci. Laissez-nous des commentaires afin que nous puissions savoir si nos capsules informatives vous sont utiles. Au plaisir.